Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce rendez-vous de l'information de la mi-journée sur votre chaîne de télévision, Le Métronome, une émission du jour dédiée au sport. On va parler du sport à la faveur de l'organisation du 24 au 26 juillet dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'un congrès extraordinaire de la Confédération africaine des supporters du sport. Un grand rassemblement qui a réuni tous les clubs de supporters du continent africain avec pour point d'orgue la mise en relief du bureau exécutif de cette confédération qui a donc vu la nomination ou la désignation de notre compatriote Brice Inenge à la prestigieuse fonction de deuxième vice-président de la Confédération africaine des supporters du sport. Brice Inenge est donc l'invité principal de cette émission. Monsieur Inenge, bonsoir. Bonsoir Ange. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de retrouver votre plateau. Merci beaucoup. Merci d'être là, auréolé évidemment, donc je l'ai dit, de votre récente nomination ou élection à la prestigieuse fonction de deuxième vice-président de la Confédération africaine des supporters du sport. C'est tout un honneur donc pour vous, mais pour le Gabon. Dites-nous comment vous avez d'ailleurs accueilli cette nomination. Écoutez, ma casquette de président des Panthenotes me va mieux que l'autre qui me semble être un peu plus lourde. C'est une tâche assez compliquée quand même parce qu'il faudra diriger le continent entier, les nombreux supporters venus des 54 États africains. Et dans ce rôle de second vice-président, j'ai une lourde charge, celle de tout planifier, de tout organiser et de planifier les projets futurs pour le rayonnement de la structure. C'est un challenge à la dimension du Gabon d'aujourd'hui, parce qu'il faut dire que le Gabon n'a plus envie de faire la politique de la chèvre vide dans certaines organisations internationales. C'est un challenge que j'ai l'intention de relever et avec moi, tous les Gabonais qui me soutiennent depuis toujours. Vous êtes président de l'association nationale la plus importante de supporters de Gabon, les Panthenotes. Vous avez une très longue expérience. Vous êtes au sein de cette association depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Vous avez parcouru l'Afrique, le monde, au chevet des différentes équipes nationales du Gabon afin de pouvoir soutenir ces équipes-là. Donc vous avez une parfaite connaissance de la question. La question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que les différentes associations de supporters africains ont pensé, ont estimé que le moment était venu de créer une confédération africaine de supporters. La raison est bien simple. Vous remarquez que de par le monde, les supporters sont souvent, le parent pauvre, le plus marginalisé en matière de sport. Il n'y a pas de sport sans supporters. Et tous les stades ne sont pleins, toutes les compétitions ne sont réussies que quand les supporters ont joué au jeu. Malheureusement, à la fin, le supporter n'est toujours pas respecté, n'est toujours pas regardé à la dimension qui est la sienne. Et il y a un autre relief dans la question, c'est que il y a trop de bagarres dans les tribunes. Il y a trop de bagarres dans les tribunes et les gens se battent parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils ne se parlent pas, parce qu'ils ne se voient jamais. Ils ne se rencontrent presque jamais. Les gens se rencontrent lors de grandes compétitions, en général lors d'une canne de football par exemple. Les gens vont se rencontrer pour un temps donné et puis après chacun repartit dans son pays. Là on a décidé que les gens devraient commencer à parler bien plus tôt que d'attendre les grandes compétitions. Les gens devraient se réunir bien plus tôt. Il doit y avoir un partage d'expérience. Ceux qui sont en avance sur les autres doivent tirer les autres par le bas pour permettre à tout le monde, tirer par le haut pour permettre à tout le monde de grandir et là de créer des mouvements qui permettront de faire des séminaires, des formations sur le fair play, la discipline. On veut apporter pour l'Afrique une réponse assez claire d'un problème qui est récurrent en Europe ou ailleurs. Les bagarres dans les tribunes, nous n'en voulons pas. Nous voulons rester dans un sport où c'est vrai qu'il y a la compétitivité sur le terrain, mais nous voudrons que dans les tribunes, ça reste une fête. Le sport est d'abord pour nous une fête et nous voulons faire la fête avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que quand les équipes seront engagées, nous avons signé une charte, tous les membres. Quand les équipes africaines seront engagées en compétition internationale, où il faut se battre avec d'autres continents, les supporters vont se réunir pour soutenir ces pays-là. Évidemment, le sport, facteur de rapprochement des peuples, évidemment que les supporters
dans le monde du football que vous connaissez très bien sont appelés le 12e homme. Ce n'est pas un hasard si on considère que les supporters est le supporter est le 12e homme. Alors, revenons donc à la mise en relief de cette Confédération africaine de supporters du sport. Est-ce qu'à l'échelle nationale, il y a des répercussions? C'est-à-dire que vous, désormais, deuxième vice-président de cette Confédération africaine des supporters du sport, vous avez également la mission de pouvoir organiser davantage, en plus de votre casquette de président des Panternautes, d'organiser davantage pour faire en sorte que les missions qui sont dévolues à cette confédération, vous arrivez à les implémenter à l'échelle domestique. Je pense que cette question, nous l'avons anticipée il y a quelques années. Nous, au Gabon, on l'avait anticipée cette question il y a quelques années. Parce que là, on parle de sport en général, donc non plus que du football. Et il y a quelques années, les Panternautes ont changé leur statut pour devenir une association plutôt olympique, donc qui englobe déjà tous les sports. C'est vrai que presque partout, on ne nous voit pas souvent parce qu'il n'y a presque pas de compétition des autres disciplines qui sont organisées au pays. Mais l'anticipation a fait que, devenu omnisport, on cadre parfaitement aujourd'hui avec ce qui se fait ailleurs. Et la Confédération a voulu ne prendre que les associations omnisports, les pays qui ont des groupes omnisports. Et ces groupes omnisports, ceux qui ne sont pas omnisports, ont l'obligation, en repartant chez eux, de changer leur statut pour devenir des groupes omnisports pour permettre de récupérer le maximum de personnes. Après, il y a des décompositions qui vont se faire dans certains pays. Je prendrai l'exemple du Mali, par exemple. Le Mali a réussi à créer des groupes dans chaque discipline. Ils auront un groupe qui va s'occuper uniquement, une délégation qui va s'occuper du basket, une délégation qui va s'occuper du football. Et puis, lors des grandes compétitions, c'est cette délégation qui est chargée d'organiser pour que tout le monde se rassemble. Donc toutes les autres disciplines se rassemblent pour avancer. Cette expérience, nous devons la tirer au Gabon, parce que pour l'instant, les Panternautes ne peuvent pas être partout à la fois. Nous maîtrisons beaucoup plus le football. C'est vrai qu'on assiste les autres fédérations quand le besoin se présente, mais il nous faut des experts dans tous les domaines pour pouvoir asseoir bien notre structure. Alors, on sait que les Panternautes, dont vous êtes le président depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, une quinzaine d'années, voilà, une quinzaine d'années maintenant, ont une expérience également dans le domaine justement qui vous porte aujourd'hui à la fonction de deuxième vice-président de la Confédération africaine des supporters du sport, présent notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Gabon à la Guinée équatoriale 2012, présent à la CAN 2015, présent à la CAN 2017 à la maison, présent à la CAN 2020 au Cameroun. Voilà. Donc vous avez une riche expérience dans ce domaine-là. Pour ce qui est par exemple du football seulement, quels sont les enseignements que vous avez tirés? Quelles sont les limites que vous avez pu observer? Quels sont les correctifs qu'il est possible d'apporter? Je pense qu'au niveau organisationnel, on n'est pas plutôt mal, même si on est une jeune association, contrairement à celle du Nigeria par exemple, à celle de la Côte d'Ivoire. Qui ont quand même un certain nombre d'années déjà d'existence. Nous, on est une jeune association, mais plutôt côté organisation, on est plutôt pas mal. L'expérience tirée de l'organisation de toutes les compétitions locales nous a quand même servi pour amender un certain nombre de choses. Là où le bas pourrait blesser, c'est la gestion financière, c'est la question financière. Parce que les autres ont une grosse avance sur nous, un gros avantage. C'est que toutes les associations à l'international sont sponsorisées par leurs États. Vous avez le Bénin, par exemple, je ne trahirai pas un secret, 20 millions de francs CFA annuels pour le fonctionnement de leurs supporters. La Côte d'Ivoire, c'est une centaine de millions. Le Nigeria, on n'en parle plus parce que le Par l'État, pas par la fédération. Par l'État. Le Nigeria, on n'en parle plus parce que déjà le président de l'association des supporters nigérians est lui-même déjà un grand homme d'affaires. Et donc, l'argent coule à foison en dehors des efforts fournis par l'État. L'État a construit des stations de carburant à l'association des supporters, 2 stations de carburant, qui permet, avec les recettes, c'est pour ça qu'on voit le Nigeria un peu partout dans le monde, parce qu'ils ont suffisamment de ressources. À ce niveau, on est très en retard, parce que quand j'explique aux autres comment nous fonctionnons, ça fait un peu rire parce que bon, il y a 20 ans, ils ont traversé les étapes que nous essayons de traverser aujourd'hui et ils n'ont plus ce genre de problème. Mais on a une riche expérience en matière d'organisation tirée de toutes les cannes que nous avons vécues. Aujourd'hui, nous avons une parfaite collaboration, contrairement à beaucoup d'associations, parfaite collaboration avec, par exemple, la Fédération gabonaise de football qui nous soutient dans tout ce qui est voyage.
qui a inscrit les voyages de l'équipe de Panthénote dans le budget de l'équipe nationale quand on fait les matchs. C'est un gros avantage que nous avons, que les autres n'ont pas toujours. Et puis on a moins de problèmes. On a moins de problèmes parce que comme il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de palabre. Alors, la Fédération gabonaise de football, évidemment, soutient énormément dans le monde du sport, et plus particulièrement en ce qui concerne le football. On a même parfois vu la FEGAFOOT avec Pierre-Alain Monguengue à la tête d'autres fédérations de sport au Gabon. On a vu la FEGAFOOT parfois être au chevet de la Fédération gabonaise de handball, apporter son aide, et même parfois aux journalistes pour permettre aux médias gabonais de pouvoir couvrir certains événements sur le plan médiatique, sur le plan sportif, notamment Télé Africa qui a bénéficié d'un soutien manifeste de la FEGAFOOT pour la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est disputée en 2023-2024 en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que cette réalité est due au fait que la Fédération gabonaise de football, c'est le sport roi, donc la passion, mais il y a d'autres fédérations aussi, le basketball, il y a le handball, il y a les arts martiaux. Est-ce que c'est tributaire de la bonne santé du sport en général? Je pense que oui, le football étant le sport roi, je pense que la bonne santé du football dans le monde fait que les fédérations de football sont souvent les fédérations pionnières dans certaines choses. Pour Abidjan, pour le congrès d'Abidjan, j'ai contacté 3 fédérations au Gabon. Une seule m'a répondu, la Fédération gabonaise de football. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier chaleureusement le président de la FEGAFOOT, Pierre-Alain Monguengue, grâce à qui j'aurais peut-être pas pu effectuer le déplacement d'Abidjan. Le président m'a prodigué beaucoup de conseils en me demandant de partir en sachant que j'allais pour représenter non pas les Panthénotes, mais le Gabon, et quand on va représenter le Gabon, on a un certain nombre de choses qu'il faudra faire. Bon, j'avais pas déjà d'appréhension sur les retombées vis-à-vis du Gabon, parce que dans la préparation du congrès, il y a 3-4 mois déjà, on prépare ce congrès-là. J'avais animé tout ce qui était commission de statut, tout ce qui était règlement intérieur, statut et autres, c'est moi qui présidais la commission. Donc on est arrivé à Abidjan. Il y en a qui ne me connaissaient pas, mais mon nom n'était pas inconnu puisqu'ils savaient déjà ce que j'avais fait en amont pendant tout ce temps. Et tout ça un peu grâce au président de la FEGAFOOT. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est une fédération qui est peut-être assise là où il faut, parce que la fédération de football, c'est souvent les pionniers, et c'est pour ça qu'elle peut se permettre d'aider les journalistes, d'aider les associations de supporters et autres. Alors, Brice Inengue, aujourd'hui deuxième vice-président de la Confédération africaine de supporters du sport. Revenons sur le détail justement des missions de cette Confédération africaine de supporters du sport. Vous aviez évoqué dans votre propos l'aspect lié à la promotion du fair play. On sait évidemment que le sport, c'est la passion. On a souvent vécu malheureusement certains épisodes qui ont fait du mal au sport. Certaines séquences nous l'ont montré, notamment avec des pratiques du hooliganisme qui ont fait mal au sport en Europe. Comment est-ce que la Confédération africaine du sport entend-elle pouvoir faire la promotion du fair play pour éviter qu'il y ait ce type de débordement dans les gradins? La première chose à faire, c'est le dialogue. Il faut que les associations nationales apprennent à dialoguer. Il faut dialoguer déjà en interne et il faut dialoguer à l'extérieur. Les dialogues, le congrès d'Abidjan est un exemple parfait d'un dialogue qui peut se poser entre les membres et que les gens acceptent. Les gens sont venus de partout, il y a des associations qu'on n'attendait absolument pas et qui n'avaient pas donné leur top de départ, mais qui ont été présentes. Le Maroc, malgré la Coupe d'Afrique féminine qu'elle organisait, a tenu à être présente à ce congrès-là par leur président. Leur consul a fait le déplacement pour assister à quasiment tous les travaux. Il y a des pays comme le Burkina Faso, le Bénin qui n'étaient pas attendus mais qui sont arrivés. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'asseoir un dialogue franc entre les différentes associations nationales. Ce dialogue permettra aux gens de se connaître. Et dès que les gens se connaissent, ils sont moins enclins à faire des bagarres. En dehors de ce projet de mise en forme de rencontres, il y aura des séminaires organisés par la Confédération. Ces séminaires, d'un pays à un autre, permettront
aux membres du comité exécutif d'aller expliquer aux associations nationales comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on attend de ces associations-là. Il y a les États aussi qu'il faut mettre à contribution. Il faut discuter avec les États. Il ne faut pas que les États parquent les supporters comme du bétail dans certaines tribunes bien isolées dans un coin avec un maximum de sécurité. Il faut responsabiliser les supporters. Il faut que les supporters apprennent à prendre part aux réunions de préparation de grands événements. Ça se passe comme ça en Europe. Tout dernièrement pour la Coupe du Monde, toutes les associations de supporters en Europe ont assisté aux préparations, à toute la préparation de la compétition. Nous, on doit pouvoir arriver à cet état-là. Maintenant, après, pour le fonctionnement, il y a des mécènes qu'il faut rechercher, parce que ce n'est pas facile de se déplacer en Afrique. Si l'Afrique de l'Ouest a un réseau routier assez intéressant où les gens peuvent venir en voiture, ce n'est pas par exemple le cas pour l'Afrique centrale. Par exemple, là aujourd'hui, les journalistes du Cameroun m'invitent au Cameroun pour aller régler un différend qu'il y a entre les supporters parce qu'il y a une guerre entre eux. Il faut y aller et pour y aller, il faudra avoir des moyens pour partir. Je vais certainement solliciter encore d'autres fédérations, y compris la Fédération gabonaise de football, pour pouvoir me déplacer. Alors, vous avez pris l'exemple du parquage dans les tribunes, parquage donc des supporters. En quoi est-ce que pour vous, cette politique de partage peut représenter un danger ou quelles sont les limites de cette politique de parquage? Souvent, il y a des emplacements qui ne sont pas... En fait, le problème aujourd'hui, dans notre pays, par exemple, au Gabon, c'est que les supporters, la seule association de supporters qui a un emplacement spécifique, c'est les Panthères-Notes. Quand nous on arrive au stade, on sait où on va se positionner. Au stade de Franceville? Au stade de Franceville, par exemple, que ce soit à Libreville ou ailleurs, on sait où on va se positionner. Parce que c'est des négociations qu'on a déjà eues longtemps en amont avec la Fédération gabonaise de football. Elle nous dégage une tribune en fonction du nombre de personnes que nous devons avoir au stade. Il faut arriver à faire la même chose pour toutes les fédérations. Pour toutes les fédérations, par exemple le hand, le basket, ne serait-ce que pour ces deux fédérations qui ont des sports qui peuvent attirer du monde, il faut arriver à ce que quand eux ils organisent, nous on ait déjà un emplacement bien déterminé à tous les matchs, à toute l'organisation, on doit être au même endroit pour ne pas se déplacer. Mais les autres supporters qui arrivent au stade, les spectateurs et autres supporters qui arrivent au stade, qui ne sont pas souvent facilement à identifier, ça pose un problème. Il faut arriver à regrouper les gens à un endroit bien précis, qu'ils auront eux-mêmes choisi, parce qu'en fait, il ne faut pas mettre les gens où vous voulez. Il ne faut pas dire que les places les moins chères sont réservées aux supporters. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de mettre les supporters à un endroit où ils peuvent être facilement identifiés, facilement sécurisés et facilement encadrés par les forces de sécurité. Et donc, il faut éviter d'imposer aux supporters un emplacement qui parfois ne sied pas à ce qu'ils veulent faire. Je me souviens d'un match récemment à Franceville où nous étions logés par la force des choses un peu très haut. Mais c'est l'équipe nationale qui a boudé. Les joueurs de l'équipe nationale ont demandé qu'on nous déplace de cet endroit parce que ce n'est pas adapté pour nous. Ils ont besoin, eux, les joueurs d'avoir ce contact-là avec vous, c'est ça? Exactement. Ils ont besoin de ce contact. Ils sont habitués à nous identifier à un endroit. Mais malheureusement, ce match-là, l'avion qui nous a menés sur Franceville était arrivé avec beaucoup de retard et quand on est arrivé, le stade était ouvert au public. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer l'emplacement qui nous était réservé parce que quand vous arrivez au stade et que l'emplacement est déjà occupé, vous n'avez pas le pouvoir de faire la bagarre pour demander aux gens de vous libérer. Vous prenez la place qui est libre. Et malheureusement, la place qui était libre ne convenait pas parfaitement à ce qu'on voulait faire. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire en amont, mais ces choses à faire en amont ne peuvent se faire que si, au préalable, on est impliqué dans l'organisation des rencontres. Nous, au Gabon, encore, on a la chance, par le fait de notre parfaite collaboration avec la Fédération gabonaise de football, d'être au fait de tout ce qui va se faire avant. Mais dans les autres sports, ce ne sera peut-être pas la même chose et c'est l'occasion pour moi de demander aux autres de nous impliquer parfois dans ce qu'ils font. Alors la Confédération africaine des supporters du sport rassemble donc les associations nationales des supporters. Chaque association venant d'un pays a son identité. Oui. Est-ce que vous avez évoqué également ces questions en lien avec l'identité de chaque association? Vous représentez des valeurs propres à des pays, des couleurs, des symboles, des chants. Qu'avez-vous dit à ce niveau-là? L'idée aujourd'hui pour les compétitions internationales où les supporters seront obligés d'être ensemble, par exemple si le Gabon se qualifie pour la Coupe du Monde et que les autres Africains doivent nous soutenir, l'idée c'est de créer aujourd'hui le maillot des supporters africains pour ces compétitions-là. Sauf que quand deux pays s'affrontent, chaque pays a toujours le droit d'aller à ses couleurs traditionnelles. Ça, on ne peut pas chercher cette identité-là parce que
on se reconnaît tous derrière nos maillots jaunes, par exemple, pour le cas du Gabon, l'orange pour la Côte d'Ivoire, le vert pour le Nigeria, le vert blanc pour le Nigeria. Donc, chacun va garder son maillot. Mais l'idée, aujourd'hui, pour la suite, c'est d'avoir un maillot unique pour la Confédération. Ça permettra, quand vous représentez tous ensemble un pays, d'avoir le même maillot. Aujourd'hui, c'est une formidable idée de penser que toute l'Afrique peut avoir un maillot unique pour soutenir un pays africain. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde est d'accord que ça doit se passer comme ça. Et donc on attend de voir à quoi ça va ressembler le maillot. Est-ce qu'on va le reprendre avec toutes les couleurs de tous les pays? On ne sait pas. Ce sera certainement un maillot multicolore, mais un maillot africain. Maillot africain. Est-ce que vous êtes parti des expériences vécues depuis 1990, on va dire? Parce qu'on sait que les pays africains ont commencé à disputer la Coupe du Monde depuis les années 70, je pense, dans les années 70 déjà, mais que le Cameroun, en 1990, ça a été la première équipe africaine à jouer un quart de finale. On a vu que tout le continent africain était fier de ce parcours-là. Ça a été répété après par le Sénégal en 2002. Le Maroc, la dernière Coupe du Monde, a joué la première fois, les demi-finales, la première fois qu'une équipe africaine jouait des demi-finales de Coupe du Monde. Et à chaque fois qu'un pays africain arrive à ce stade de la compétition, Coupe du Monde de football, c'est tout le continent africain qui est très heureux. Vous partez de cette expérience? Oui, c'est cette expérience qui a plutôt nourri l'ambition d'avoir un groupe de supporters qui peut soutenir un pays engagé dans une grande compétition, un pays africain engagé dans une grande compétition. Parce que l'idée pour nous aussi derrière, c'est de se dire qu'il faut qu'on montre au monde entier la vitalité africaine. L'idée, c'est de montrer aux gens qu'en Afrique, il y a de la vie autour du sport, le sport en général. Et c'est pour ça que lors du mondial dernier, quand le Maroc arrive au bout, mais au stade, il y a des supporters qui étaient présents, ceux du Nigeria par exemple, qui étaient présents à la compétition, ceux du Ghana qui étaient présents à la compétition, qui nous ont dit qu'ils ont fièrement arboré le maillot du Maroc pour aller encourager le Maroc. Et là, l'idée pour nous, c'est de faire un maillot unique pour l'ensemble des supporters africains et non plus les maillots des États. Et on a d'ailleurs vécu un épisode assez similaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé au premier tour? Il y a eu cette défaite sanglante des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, mais qui se sont qualifiés pour le second tour grâce au Maroc. Et on a vu toute la Côte d'Ivoire très triste après l'élimination du Maroc. Ils sont restés, j'ai constaté même en partant dernièrement qu'ils sont restés assez anéantis quand même même si aujourd'hui ils sont contents d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique un peu grâce au Maroc, mais derrière ils ont quand même le regret parce qu'ils auraient souhaité voir le Maroc aller un peu plus loin parce qu'ils sont reconnaissants, tous les supporters avec qui j'ai discuté sont reconnaissants envers le Maroc pour avoir réussi quand même à repêcher de façon involontaire la Côte d'Ivoire pour cette compétition. Alors, donc il y a cet aspect lié au parquage qui est important pour vous, supporters. Il y a, on a dit, l'identité. L'identité, c'est donc l'accoutrement. Ce qu'on remarque depuis plusieurs années, quand on regarde le football, à travers donc l'identité de chaque association de supporters venant des différents pays dans le monde. Il y en a qui ont pu se distinguer. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football et ses partenaires dans le domaine du marketing et de la communication ont créé, comme vous le savez si bien, le prix de Fan of the Match. Voilà, donc comment, à ce niveau-là, vous avez parlé de ça aussi? Non, parce que ça, c'est des choses qui sont, pour la Confédération africaine de football, c'est des choses qui sont ponctuelles. C'est factif, ça dépend d'un événement et ça dépend du temps. À la CAN, nous allons tous pour chaque pays pour gagner la CAN. Même si certains viennent en apprentissage, mais il y en a qui nourrissent des ambitions secrètes d'aller au bout de la compétition. Et là, c'est important quand même, et à ce niveau que chaque pays s'approprie ses couleurs d'abord. Là, il ne s'agit pas de... Là, on est dans une guerre africaine, guerre entre guillemets, africaine, où chacun doit arborer de la meilleure des façons ses couleurs. Le Gabon sera forcément jaune. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai commencé les discussions avec la communauté gabonaise, les 6 000 Gabonais du Maroc. Ils sont 6 000. J'ai commencé à discuter avec les groupes de supporters au Maroc. 4 principalement sont en contact avec moi quasiment tous les jours, à qui j'incite
que je demande de se vêtir en jaune parce que là-bas, s'il y a des prix à rafler, il faudra que nous aussi, on se batte pour rafler le maximum de prix, notamment côté supporters. J'espère que ça va prendre parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des pays qui ont pris. La Guinée équatoriale à côté, quand vous dites à tout le monde que venez au stade en rouge, ils viendront, tout le stade sera rouge. Ouais. En Côte d'Ivoire, vous ne pleurez pas les couleurs parce que quand ils viennent en orange, quand ils disent c'est l'orange, quand ils disent c'est le blanc tout le monde. Au Gabon, ça a du mal à prendre. Je ne sais pas pourquoi encore, mais les Gabonais ne suivent pas. On vient encore au stade en multicolore. J'espère qu'on va avoir la culture de venir tous au stade en jaune progressivement pour que le stade commence à ressembler à quelque chose. Alors, la Confédération africaine des supporters du sport vient d'être mise en place. Vous êtes donc le deuxième vice-président de cette Confédération africaine des supporters du sport. Elle a été mise en place quelques mois seulement avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui sera certainement l'une des plus belles jamais organisées. On voit que le pays hôte, le Maroc, est en train de mettre les petits plats dans les grands, les bouchées doubles pour réserver à l'Afrique mais vraiment un grand moment de football, notamment pour la jeunesse africaine, un grand moment de fête. Donc, est-ce que vous allez expérimenter à travers ou à partir de cette Coupe d'Afrique des Nations de football-là, justement, tout ce que vous avez arrêté comme mission? On a chargé le président des supporters marocains d'organiser la fête des supporters chez lui, parce que c'est notre compétition de démarrage. C'est là où on va expérimenter tout ce qu'on a prévu de faire. Et d'ailleurs, avant la CAN, entre fin septembre et début octobre, mi-octobre surtout, tous les présidents des supporters des pays qualifiés devraient pouvoir se retrouver au Maroc pour ensemble travailler sur ce qui devrait être fait. Il y a des fan zones en préparation. Il faudra que nous, on regarde ensemble ce qui est prévu. Il y aura des expositions côté supporters de ce qui est prévu dans leur pays. Donc, on attend de faire tout ça entre fin septembre et probablement la première semaine d'octobre. Donc, le Maroc, c'est le pays de lancement. Et d'ailleurs, le consul du Maroc a reçu le drapeau de la Confédération. Nous lui avons dit de préparer avec l'État, avec le royaume chérifin, l'arrivée des supporters, et on espère que ça va se faire dans de très bonnes conditions. Et évidemment que les Panthernauts sont déjà sur le terrain depuis plusieurs mois maintenant, en préparant évidemment ces échéances importantes qui se profilent à l'horizon, puisque au mois de septembre prochain, on va donc reprendre les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 Zone Afrique avec 2 matchs importants. Il y a eu une petite, je ne veux pas dire confusion, mais bon, on a comme d'habitude un peu interprété les propos du sélectionneur national Thierry Mouyouma quand il a dit mais le match retour contre la Côte d'Ivoire n'est pas un match décisif, Brice Hideghe de Matswanga, mais il a parfaitement raison, c'est un match important. On a 2 matchs contre le Seychelles et contre la Côte d'Ivoire. Est-ce que il y a raison à polémiquer sur... Quel sera l'intérêt du Gabon de battre la Côte d'Ivoire si on va perdre aux Seychelles? En fait, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça que le sélectionneur national parle. Pour lui, il ne veut pas se focaliser aujourd'hui sur le match de la Côte d'Ivoire, alors qu'avant la Côte d'Ivoire, il a un match à jouer. Et donc, l'idée, si on veut aller à la Coupe du Monde, il faut gagner tous nos matchs. Il ne faut pas se focaliser sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous lisez la presse ivoirienne, elle a fait cap sur le Gabon. Parce que pour elle, c'est le pays aujourd'hui à écarter rapidement de la course. Mais nous, avant de recevoir Abidjan, avant de recevoir la Côte d'Ivoire, on a le Seychelles à combattre. Si on tombe aux Seychelles et qu'on bat la Côte d'Ivoire, on n'aura pas fait un pas vers l'avant. On sera toujours au même niveau. L'idée pour le sélectionneur, c'est de prendre match par match. Donc, gagner d'abord le premier match. Et le plus urgent, c'est Seychelles d'abord, avant la Côte d'Ivoire. Il ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'est pas importante. Il dit avant la Côte d'Ivoire, il a un match important. Et donc, malheureusement, les gens dans le commun des mortels pensent que la Côte d'Ivoire, c'est le match décisif. Mais non, ça ne sert à rien de gagner le match décisif, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire, si on n'est pas capable d'aller battre, gagner les autres matchs d'avant. Et puis après la Côte d'Ivoire, on a 2 autres matchs à jouer. Donc,
quel sera l'intérêt si on se focalise uniquement sur la Côte d'Ivoire? On ne va pas laisser toute notre énergie là, sur la Côte d'Ivoire, sachant qu'après la Côte d'Ivoire, il y a 3 matchs, enfin 2 matchs après la Côte d'Ivoire, 1 match avant la Côte d'Ivoire. Le sélectionneur préfère rester concentré sur le match d'avant, Seychelles. Si on a battu le Seychelles, on a le temps pour se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Si on a battu la Côte d'Ivoire, on a le temps pour se concentrer sur le deuxième match. C'est un jeu de calcul et qui est logique pour tout le monde. Alors, on rappelle évidemment que pour ce qui est de cette prochaine Coupe du Monde de football qui va se dérouler en 2026, 9 pays africains ont aujourd'hui la possibilité d'être qualifiés directement à cette Coupe du Monde. Donc là, on joue dans ce groupe-là où il n'y a qu'un seul petit point qui sépare la Côte d'Ivoire du Gabon. Côte d'Ivoire en tête, le Gabon deuxième. Un seul point nous sépare donc. Les Panthères sont déjà en train de préparer leur présence à Franceville pour ce match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. En tant que président de l'association principale des supporters, ou l'unique même, j'ai envie de dire, des supporters au Gabon, la plus grande association de supporters. Ce match est important. Panthères de Gabon, Éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait une véritable mobilisation autour des Panthères du Gabon à Franceville pour pouvoir pleinement soutenir les Panthères. Je pense que dans ce genre de match, c'est le public qui joue le match. C'est le public qui joue une partie du match. Malheureusement pour nous, notre public à Franceville ne joue pas le jeu souvent. C'est un peu triste de voir que les matchs à Franceville commencent toujours stade vide, parce que les gens attendent que ce soit gratuit. Mais même quand c'est gratuit, quand on leur demande de venir prendre des tickets gratuitement, ils demandent après qu'on paye le transport pour qu'ils se rendent au stade. C'est un peu compliqué. Mais là, chaque Gabonais doit pouvoir comprendre qu'on est à un tournant assez important de notre histoire. Si on bat les Seychelles la prochaine journée, et que derrière on a la Côte d'Ivoire à jouer, parce qu'on ne sait pas quel sera le résultat de la Côte d'Ivoire, on peut, par une forme de miracle, dans le football à seul le secret, se retrouver après le match de Seychelles devant la Côte d'Ivoire, si elle n'a pas fait le résultat qu'il faut dans son match d'avant. Dans ce genre de match, c'est le public qui doit accompagner l'équipe nationale. Nous, on est en préparation depuis 3 semaines, enfin depuis 6 semaines déjà, mais une fois toutes les 2 semaines, donc 3 séances de répétition sur les 6 semaines. L'idée pour nous, c'est de partir à Franceville à un groupe bien plus étoffé que les derniers groupes que nous avons. Mais Brice Inengue, au regard justement de l'enjeu de ce match, le Gabon n'a jamais participé à une Coupe du Monde, le Gabon n'a jamais été aussi près d'une participation à la Coupe du Monde. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'il y ait une véritable mobilisation des plus hautes autorités, la mise en place de toutes les dispositions qui feraient en sorte qu'il y ait suffisamment du monde dans le stade de France? Je pense c'est là que c'est logique. Aujourd'hui, le président de la République veut aller à la Coupe du Monde. Les Panthères veulent aller à la Coupe du Monde. Le public veut aller à la Coupe du Monde. Maintenant, quels sont les moyens que nous mettons tous ensemble en place pour aller à la Coupe du Monde? Je pense que, on a déjà un nouvel avion. Ce n'est un secret pour personne que tout le monde est content dans la rue parce que l'État gabonais a son propre avion. Aujourd'hui, prendre cet avion, le charger à bloc sur 2 voyages ou 3 dans la journée pour amener les gens à Franceville ne sera pas un péché pour le Gabon. Et je pense que le Gabon a de quoi payer. C'est d'autant plus évidemment que les Gabonais qui vivent dans le Grand Libreville, qui sont passionnés de football, n'ont plus accès à l'équipe nationale parce qu'elle joue à Franceville. Si effectivement on a mis en place des charters, ils sont prêts à payer je pense que là, c'est à ce niveau que l'État gabonais, que le ministère de la Jeunesse et du Sport doit jouer son va-tout. Il faut accompagner les supporters, pas les spectateurs. Il faut accompagner les supporters vers Franceville pour que la masse qui viendra de Libreville apporte un peu plus de chaleur. Parce qu'on sait que c'est froid à Franceville, donc il faut prendre la masse ailleurs. Et c'est même plus simple, quelqu'un qui vient de Port-Gentil par exemple, rallier Libreville peut-être par ses propres moyens, et puis prendre ce charter qui sera organisé à Libreville pour rallier Franceville. Mais ça, c'est du domaine du possible aujourd'hui. Avant, on avait discuté, on se disait qu'on n'avait pas d'avion. Mais c'est le domaine du possible. On a des avions militaires gabonais qui font aujourd'hui la navette entre Franceville. Mais c'est tous les outils à mettre en place. On a le train, on peut prendre quelques wagons pour les supporters,
pour permettre à tout le monde, si l'avion coûte cher, on peut prendre un train spécial pour les supporters, pour rallier Franceville et aller supporter. Je pense que le train doit faire plus de 800 places. 800 bonhommes venus de Libreville en train spécial, ça peut donner de la voix quand même au stade de Franceville. Maintenant, l'organisation pratique de ce déplacement, c'est au ministère, c'est à la Fédération gabonaise de football, avec les Panthenotes, parce qu'aujourd'hui nous sommes quand même l'organisation qui sied le mieux pour accompagner le ministère dans la planification de ces déplacements-là. Je pense qu'on doit mettre tous les atouts de notre côté. On doit mettre tous les atouts de notre côté. Partir par la route, c'est très compliqué, mais on a aujourd'hui les moyens de déplacement qui peuvent permettre au Gabon d'avoir une forte représentation du monde au niveau de Franceville pour soutenir les Panthères. Alors, Brice Dengue, évidemment, vous suivez cette actualité avec un intérêt bien prononcé. On est en train de parler de la mobilisation populaire autour des Panthères de Gabon pour que le 12e homme joue véritablement son rôle ce jour-là face aux éléphants de Côte d'Ivoire, en espérant évidemment pour pousser les Panthères de Gabon vers la victoire, afin de croire à une qualification historique à la Coupe du Monde, mais il y a aussi le côté terrain. Donc les joueurs, on est en été, il y a certains clubs qui ont repris les entraînements. Il y a eu des mouvements dans certains clubs pour nos joueurs. On parle d'un probable retour de Pierre-Emerick Aubameyang du côté de la Canebière, donc à Marseille. Bruno Ekwelemanga est resté dans son club. Gaylor Kanga est parti de Belgrade. Il a signé dans un nouveau club en 2e division. Puis il y a également d'autres. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va Non, je pense que les problèmes du Gabon sont les problèmes de tous les autres pays du monde. On est en phase de reprise, tout le monde est en reprise. Ce n'est pas le Gabon qui est en reprise et les autres, non. Le problème de nos internationaux ne se posera pas, puisque l'état de forme des internationaux dépendra de leur préparation. La préparation qu'ils ont faite pendant la trêve, la préparation qu'ils ont faite pour le début de saison, mais c'est valable pour tous les pays du monde qui sont en préparation pour reprendre les championnats. Après, en septembre, on aura quelques matchs dans les jambes. On aura certainement les matchs pour les championnats qui démarrent en août là. On aura 2 ou 3 semaines déjà de compétition. Le problème pourra se poser pour les joueurs du championnat national du Gabon. Le championnat national du Gabon dont on n'entend pas parler. On sait qu'on a terminé, on n'a aucune perspective sur l'avenir. Ça veut dire que tous les tests faits par Mouyouma récemment en embarquant 8 joueurs du championnat national, ça veut dire que ces tests-là pourraient être réduits à néant si jamais le championnat ne démarre pas. Et heureusement qu'aujourd'hui, on a quelques joueurs qui ont quitté le national foot pour aller à l'étranger, où on espère que là-bas aussi ils vont vite démarrer les compétitions. Il y a les clubs engagés en compétition internationale, donc 105 et Manga ont repris les entraînements cette semaine. Manga reprend, je pense, demain mercredi. Ils ont repris lundi, je pense. Donc à partir de là, on a un état de forme de certains joueurs qui est un peu décalé. Si la compétition africaine ne démarrait pas, on serait aujourd'hui dans une difficulté assez importante. Pour les joueurs européens, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Le plus compliqué, c'est ceux qui n'ont pas de club. Mais pour l'instant, nos joueurs sont soit restés dans les clubs où ils étaient, donc ils vont prendre la compétition, soit ils vont changer de club en allant dans, par exemple, le cas de Gaylor, en allant dans des clubs autres que la première division où ils étaient. Quel sera l'état de forme de Gaylor On ne le sait pas, mais il sera en compétition. Je pense qu'à ce niveau, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, le coach, on le sait, depuis sa nomination à la tête des Panthères de Gabon, a mis en place une nouvelle approche au sein de cette équipe des Panthères de Gabon, dans sa façon de gérer le groupe. On s'est satisfait, pour certains, du retour d'un expérimenté comme André Biyogo Poko. On s'est davantage satisfait de ces photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux entre le sélectionneur national Thierry Dieudonné Mouyouma et Ibrahim Ndong. Ça peut être un élément important dans cette dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la présence de ce joueur expérimenté aussi. Pour l'instant, la photo nous montre juste que les deux hommes n'étaient pas des ennemis. C'est tout ce que la photo nous enseigne. On ne va pas se jeter en pâture en disant des choses qui ne sont pas vraies,
puisque la fédération n'a pas communiqué sur la question, le sélectionneur n'a pas communiqué sur la question, le joueur a communiqué sur la question en se réjouissant d'avoir rencontré le sélectionneur, en se réjouissant d'avoir échangé avec son aîné, c'est comme ça comment il l'a appelé. Je pense que pour l'instant, ça s'arrête là. On ne sait pas quel était le but de cette rencontre. Est-ce que c'était une rencontre fortuite, accidentelle? Mais cette rencontre nous permet déjà de comprendre que les deux hommes ne sont pas en froid, contrairement à ce qui peut se raconter un peu partout. Les deux hommes ne sont pas en froid et qui peuvent se parler quand ils se rencontrent. C'est déjà une assez bonne chose. Maintenant, pour le contenu de leurs échanges, on n'en sait rien. Est-ce que c'était une rencontre prévue pour un retour d'Ibrahim en sélection nationale? On ne sait rien. D'ailleurs, Ibrahim lui-même, il n'a presque pas dit qu'il allait revenir, même s'il s'est réjoui de voir de la rencontre avec le sélectionneur. Il n'a pas formellement annoncé qu'il revenait en équipe nationale. Le sélectionneur n'a rien dit. Donc pour l'instant, ça reste une rencontre comme tout Gabonais peut se rencontrer, tous les Gabonais peuvent se rencontrer dans la rue. Alors Brice Inengue, deuxième vice-président de la Confédération africaine de supporters du sport. Vous voilà donc depuis quelques jours renvoyé à l'exercice de vos fonctions. Vous êtes rentré d'Abidjan il y a quelques jours. C'est quoi la suite? La suite, dans l'immédiat, c'est de récupérer tous les pays d'Afrique qui participeront à la Coupe d'Afrique et qui n'étaient pas malheureusement au Congrès pour des raisons de calendrier. Là, on a entamé les discussions avec beaucoup, avec le Togo, avec le Ghana, avec beaucoup de pays. On espère qu'ils vont adhérer. Mais pour que que tous ces États adhèrent, il faut qu'on ait bouclé le procès verbal qui n'a été clôturé que je n'ai reçu qu'aujourd'hui. Que j'ai lu, je n'ai pas pu apporter les amendements nécessaires encore. Le PV de l'Assemblée générale, j'entends. Et puis, il faut déposer ce PV-là dans l'ensemble des fédérations sportives, dans chaque État. Il faut déposer, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, inviter tous les autres membres, tous les autres États à nous désigner leurs associations nationales, parce qu'il ne s'agira pas de se réveiller un matin et dire que je suis président de l'association des supporters d'un pays X. Nous, on passera par les fédérations, et ce sont les fédérations qui nous diront qui représentent officiellement. Parce que dans l'idée, il y a quelque chose qui se fait en Europe, c'est les référents supporters. Référents supporters de chaque État. Aujourd'hui, je joue ce rôle de référent supporter, mais je ne suis pas désigné de façon officielle. La fédération m'utilise comme référent supporter quand ils doivent discuter avec le monde en ce qui concerne les supporters, mais ce n'est pas officiel. Il est prévu dans les lettres qui vont suivre les fédérations que chaque fédération désigne un référent supporter pour nous permettre d'avoir dialogue uniquement avec ces référents-là. Ça permet d'éviter la cacophonie qui peut y avoir dans le monde entier. Merci beaucoup Brice Inengue d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome pour nous faire un point sur l'organisation du 24 au 26 juillet dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de ce congrès extraordinaire qui a donc consacré la mise en place du bureau exécutif de la Confédération africaine des supporters du sport. Ce sera avec un bonheur, évidemment, qu'on vous retrouvera prochainement sur les antennes de Télé Africa pour continuer à parler de sport. C'est moi qui vous remercie. C'est le Gabon qui est tout honoré. Merci beaucoup de nous avoir regardés et bonne suite de programme sur votre chaîne.